Nous sommes le 17 mars 1887, dans un appartement luxueux rue Montaigne à Paris. Et l'expert judiciaire, Paul Brouardel, est glacé d'effroi. Devant lui gisent 3 corps sauvagement assassinés. Parmi les victimes, une bourgeoise, sa servante et la fille de cette dernière. Ce crime épouvantable et particulièrement sanglant va révolter la France entière. À partir de maintenant, la police n'a qu'un seul objectif, traquer et arrêter le criminel. Et ce sera chose faite. Le 21 mars 1887, le coupable est appréhendé à Marseille. Son nom, Henri Pranzini. La sentence tombe le 9 juillet, Pranzini est condamné à mort. Les journaux en font leur gros titre et la France est unanime. Henri Pranzini doit payer pour ce qu'il a fait. Seul dans sa cellule, le meurtrier compte les jours qui le séparent de l'échafaud. Pendant ce temps, à 200 km de là, une jeune fille prie dans sa chambre. Sa prière est simple, que le meurtrier Pranzini se convertisse et parte l'âme en paix. De l'annonce de son exécution jusqu'à sa mort, elle remuera ciel et terre de ses prières, persuadée qu'elles seront exaucées. Cette jeune fille ne le sait pas encore, mais elle va révolutionner l'Église et le monde et devenir l'une des saintes les plus connues encore à ce jour, et tout ça alors qu'il ne lui reste plus que 9 ans à vivre. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Antonax, et aujourd'hui je vous raconte l'histoire de cette toute petite sainte qui va changer le monde. Vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez certainement déjà vue, mais vous n'avez jamais compris qui elle était vraiment. Alors on va dépoussiérer tout ça. Parce que l'histoire des saints, et d'ailleurs la sienne en particulier, ça peut sembler vieux jeu et un peu mièvre. Mais spoiler alerte, c'est faux. Et aujourd'hui, je vous ai pris un grand cru, une battante, une guerrière qui va travailler à détruire une idée préconçue qu'on a tous acceptée même encore aujourd'hui. La sainteté, c'est pas fait pour moi. Et alors déjà, elle va nous prouver que c'est faux, et en plus, elle va nous proposer un chemin, sa petite voie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous présente Sainte Thérèse de Lisieux. On est fin du 19e siècle en France, et alors, voilà le topo. La France se relève douloureusement de la guerre franco-prussienne de 1870 qui s'est clôturée par une défaite et amène à un changement de régime. D'un côté, on a les royalistes qui veulent le retour au pouvoir d'un monarque, de l'autre, nous avons les républicains désireux de faire advenir une nouvelle solution pour le pays. Et pour faire court, la majorité des royalistes sont chrétiens, alors que les républicains, beaucoup moins. Ils estiment que l'Église n'a que trop de pouvoir sur l'État et qu'il est temps de changer la donne. Le Parlement vote et les royalistes emportent les suffrages. Mais les royalistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui on va mettre sur le trône. Napoléon III, Édouard II, personne n'arrive réellement à s'imposer, si bien que petit à petit, les républicains vont remplir le vide qu'ont laissé leurs adversaires. C'est ainsi qu'advient la Troisième République, connue notamment pour sa prise de distance avec le pouvoir religieux, par les lois Jules Ferry, l'interdiction des ordres religieux enseignant sur le territoire français, par exemple les jésuites, et tout cela va nous amener à une loi qui prendra forme en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Du côté des chrétiens, on est dans un renouveau spirituel très fort, notamment avec la dévotion au Sacré-Cœur liée aux apparitions de la ville de Paray-le-Monial, le développement du sanctuaire de Lourdes et la consécration de la France au Sacré-Cœur avec la construction de la basilique à Montmartre suite aux douloureux et violents événements de la Commune à Paris. Donc beaucoup de divisions dans le pays, c'est évident pour personne. Mais malgré tout ça, la vie suit son cours pour les Françaises et les Français, faite de moments de joie, de doute, de tristesse, de pleurs. Mais on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des pleurs qui n'ont pas la même signification. Il y a des pleurs qui peuvent changer le cours d'une vie. Thérèse naît le 2 janvier 1873 dans la ville d'Alençon. Et déjà, Thérèse va mourir. Sa maman, Zélie Martin, ne peut pas allaiter sa fille car elle a une grosseur au sein. Et si elle n'est pas allaitée, pour Thérèse, c'est terminé. Donc il faut trouver une nourrice. Et ça tombe bien, parce que Rose Taillé, la nourrice de la famille, vient d'avoir un enfant et peut donc donner son lait. Sauf que elle habite à plusieurs heures d'Alençon. Alors la décision est prise, Thérèse va partir vivre chez sa nourrice pour une durée de 1 an. C'est une séparation hyper douloureuse, mais salvatrice pour Thérèse, qui va reprendre le chemin de la maison en 1874. Tout va bien. Maintenant, elle peut faire la connaissance de sa famille, les Martin. En effet, Thérèse est très bien entourée dès la naissance. Elle est la plus jeune d'une fratrie de 5 filles. C'est quoi le nom pour une fratrie où il n'y a que des meufs? Une sororie. J'apprends des mots. Donc nous avons là une belle sororie, et je vais vous les présenter dans l'ordre. Nous avons Marie, l'aînée, une jeune fille assez sauvage avec un credo très affirmé. Je suis
libre. Ensuite, nous avons Pauline, le portrait craché de sa mère, avec une volonté sans faille et une oreille toujours attentive pour les autres. Puis vient Léonie, la troisième, avec un caractère de feu, voire colérique, mais une santé fragile et une sensation d'infériorité par rapport à ses sœurs si parfaites. La quatrième est Céline, une jeune fille craintive et assez peureuse, qui gagnera en assurance en grandissant et en prenant sous son aile la petite dernière, Thérèse. Alors comme vous pouvez l'imaginer, ça ne s'ennuie pas chez les Martin. Quant aux parents, c'est particulier parce que ils sont saints. L'Église les a déclarés saints le 18 octobre 2015 et il y a beaucoup de choses à dire sur eux, mais on ne va pas trop s'y attarder ici. On va juste expliquer que Louis Martin, le papa, est bijoutier horloger et que Zélie Martin, la maman, tient sa propre compagnie, une entreprise de dentelle en point d'Alençon, c'est-à-dire une technique à la main très difficile. D'ailleurs, l'entreprise de Zélie grandira si bien que fait incroyablement moderne pour l'époque, mais aussi pour aujourd'hui, Louis décide de quitter son travail pour aider sa femme à tenir son entreprise. Thérèse va donc vivre dans cette famille bien vivante et très pieuse. Elle grandit comme une petite fille épanouie, souriante et joyeuse, assurée de l'amour de ses parents et curieuse de comprendre le monde qui l'entoure. Mais aussi et surtout, Thérèse, elle est... J'ai le droit de dire que Thérèse, elle était casse-couille. Non mais parce qu'elle était vraiment casse-couille à un moment quand elle était plus... Ok. Elle est difficile. La demoiselle fait des crises bien vénères et bien violentes, à se ruer par terre, à hurler. Et elle est têtue. Mais alors têtue! Sa mère écrira dans une lettre, si elle dit non, il n'y a rien à faire. Alors là, on pourrait se dire, oui, jusqu'ici, t'as décrit un enfant. Non, parce que Zélie, elle a eu 4 autres filles avant qu'elle a dû gérer, et c'était pas simple non plus. Donc si elle écrit ça sur Thérèse, c'est que ça devait être vraiment pas évident. Force à tous les parents. Et c'est ainsi que se passe la période la plus innocente de la vie de Thérèse. Et nous avançons déjà dans ce qu'elle appellera la deuxième partie de sa vie, la plus difficile des 3. Car oui, la première grande épreuve de Thérèse est déjà là. Cela fait plusieurs années que Zélie, la mère de Thérèse, sent que quelque chose ne va pas chez elle. Pas chez Thérèse, chez Zélie. Et plus le temps avance, plus ce sentiment se confirme. Alors elle décide de consulter, elle va voir un médecin, et en décembre 1876, le diagnostic tombe, Zélie a développé un cancer du sein, et la tumeur est trop répandue. Une opération n'est plus envisageable. C'est une véritable bombe qui tombe dans la famille Martin à ce moment-là. Et tout le monde se tourne vers Dieu et demande la guérison de Zélie. Les époux iront jusqu'à Lourdes pour demander un miracle, mais le miracle ne vient pas, et ce qui devait arriver, arriva. Zélie décède le 28 août 1877, laissant derrière elle son mari et ses 5 filles. Thérèse a alors 4 ans et 8 mois. Elle écrira plus tard « Ma vie s'éteignit le jour où le bon Dieu rappela au ciel ma maman bien-aimée ». Et c'est pas qu'une image. Cet épisode va profondément impacter Thérèse et sa famille pour les années qui vont suivre. Pour commencer, Louis décide de vendre l'entreprise familiale et de s'établir proche du frère de Zélie, Isidore Guérin, dans la ville de Lisieux. La famille arrive dans cette nouvelle maison inconnue, les Buissonnets, perchés sur les hauteurs de la ville. C'est ici que se déroulera la suite de l'histoire pour les Martin. Thérèse, qui n'est pas la plus simple des filles, va, suite au décès de sa mère, se renfermer, devenir introvertie et va développer une hypersensibilité maladive. Tout lui fait mal, tout est douloureux. Les larmes montent régulièrement et elle est incapable de les refouler. Elle perd le goût des choses et ce petit soleil qui réchauffait les cœurs et agaçait tout le monde commence à se ternir. Mais elle va trouver sa force auprès de sa famille, notamment auprès de celui qu'elle appelle son roi chéri, son papa. Elle va également trouver de la force auprès de sa sœur Pauline, qu'elle appellera sa seconde maman. Pauline qui sent dans son cœur un désir monter petit à petit, elle veut devenir religieuse. En apprenant cela, la petite Thérèse lui dira plusieurs fois « Quand je serai grande, je serai religieuse, comme toi, et j'irai au Carmel, comme toi ». On expliquera plus tard ce que c'est que le Carmel, mais devant cette déclaration si pure de sa petite sœur, Pauline lui promet « Je t'attendrai, toujours ». Sous-entendu, nous irons au Carmel ensemble. Et c'est un lien fort et puissant qui unit les deux sœurs. L'épreuve de la perte de Zélie est là et elle est dure. La famille se renferme un peu sur elle-même, mais chacun donne le meilleur de lui-même pour continuer à avancer et la vie spirituelle des Martin se renforce. Si bien que leur maison ressemble à un petit sanctuaire tant la prière est quotidienne. Les Martin traversent l'épreuve comme ils peuvent, on leur souhaite des jours meilleurs. Mais pas sûr que ça arrive tout de suite. Thérèse grandit et la vie suit son cours, marqué par beaucoup de moments ordinaires et certains moments étrange, unique, bizarre.
Par exemple, un jour, alors que Thérèse se trouve à l'étage de sa maison face à la fenêtre donnant sur le jardin, elle aperçoit un homme marchant de manière étrange avec un linge sur la tête. En l'observant, elle en est sûre, cet homme, c'est son père. Sauf que c'est pas possible, parce que son père est parti ce jour-là. Il est pas là. Distraite par sa sœur qui la rejoint, Thérèse perd le contact visuel avec le marcheur du jardin et quand elle essaye de le retrouver, disparu. Cet événement si bizarre, si anodin, prendra une signification bien particulière des années plus tard. Mais n'allons pas trop vite, parce que pour l'instant, Thérèse est un peu paniquée. Et c'est bien normal, c'est la rentrée. En 1881, à l'âge de 8 ans, Thérèse fait sa première rentrée scolaire à l'école pour filles de Notre-Dame-du-Pré. C'est la première fois que Thérèse sort du cocon familial, alors elle a le trac, mais en vrai ça devrait bien se passer. Marie, sa grande sœur, était une professeure pour elle et lui donnait cours tous les matins, donc du côté de l'apprentissage, ça devrait pas poser de problème. Et bah en fait, si. Oh, Thérèse a pas de problème pour apprendre, hein. C'est l'inverse. Thérèse a beaucoup de facilité et est en avance par rapport aux autres camarades de classe. Et ça, ajouté à sa timidité, creuse le fossé entre elle et les autres filles. Ces dernières se liguent contre elle et Thérèse découvre une réalité dont elle se serait bien passée, le harcèlement scolaire. Et comme toutes les victimes de harcèlement, Thérèse ne parle pas. Non, il y en a qui vivent bien pire que moi, et puis je suis pas morte, et puis pourquoi aller embêter les autres avec mes soucis? Et puis Thérèse se rassure. Quand elle rentre chez elle, elle a son roi chéri qui est là. Et surtout, elle a sa seconde maman qui est toujours là pour l'aider et qui est son rock. Alors Thérèse peut tout endurer. Ça va faire mal. Au détour d'un couloir dans la maison des Buissonnets, Thérèse va surprendre une discussion qui va l'ébranler profondément. Pauline, sa sœur, sa deuxième maman, son rock depuis que sa mère l'a quitté, va entrer au Carmel dans les mois qui viennent. Quand je serai grande, je serai religieuse, comme toi, et j'irai au Carmel, comme je t'attendrai, toujours. La promesse est rompue. Et en plus, faut savoir que c'est pas genre une discussion cachée. Tout le monde est au courant dans la famille que Pauline part. Tout le monde, sauf Thérèse. Et pas parce qu'on veut pas qu'elle sache, non, on l'a juste oublié. Thérèse est inconsolable. Pauline fait son entrée au Carmel le 2 octobre 1882 et dit donc adieu à sa famille. Ah oui, j'avais peut-être pas précisé. J'expliquerai ce que c'est que le Carmel un peu plus tard, mais d'abord une petite précision, c'est cloîtré. Donc tu rentres, mais tu ne ressors plus. Jamais. Donc pour Thérèse, c'est la dernière chance de voir sa deuxième maman. Alors elle pourra revenir la voir, mais il y aura une grille entre les deux, quoi, donc c'est pas pareil. La cérémonie d'entrée au Carmel se termine, les grilles se ferment, et malgré la présence de son roi chéri et de ses autres sœurs, Thérèse se sent seule. La perte de sa maman, le déménagement, le harcèlement scolaire, l'oubli de l'annonce, le départ de Pauline au Carmel, la solitude, la solitude, la solitude, la solitude. En mars 1883, Thérèse implose. Tremblement, hallucination, crise d'angoisse, perte d'appétit, voire perte de mémoire momentanée. À l'époque, impossible de comprendre ce que vit Thérèse. Aujourd'hui, le diagnostic avancé et qu'on retrouve dans les archives du Carmel de Lisieux, c'est l'état de stress post-traumatique. Il y a même un jour où Thérèse ne reconnaît plus l'une de ses sœurs. Alors là, toutes les sœurs de Thérèse viennent à son lit et se mettent à prier. Elle se tourne vers la statue de la Vierge Marie et lui demande de guérir Thérèse. Thérèse, avec ses sœurs, se tourne vers la Vierge Marie et remarque que la Vierge lui sourit. La Vierge Marie lui sourit. Elle avait jamais fait attention à ce détail avant sur la statue. Et ce sourire va guérir Thérèse. Oui, je sais, c'est un peu abrupt, mais c'est le cas. Dès le lendemain, Thérèse se lève de son lit et commence à revivre de manière normale avec sa famille. Mais au-delà du miracle, Thérèse comprend une réalité importante. Elle a perdu sa première maman, elle a perdu sa deuxième maman, mais il lui reste une troisième maman qui la regarde en souriant depuis toujours et qui, elle, ne l'abandonnera jamais. Les années passent et Thérèse continue de souffrir de son hypersensibilité qui se renforce encore plus. Bon, elle a quand même vécu un moment bien stylé. Sa première communion, donc c'est le sacrement chez les catholiques où on reçoit le corps du Christ sous forme d'hostie. Je le fais très court. Ce moment-là, elle le décrit comme le premier baiser de Jésus à son âme. C'est très beau, c'est très mystique. Malgré tout ça, elle reste enfermée dans ses problèmes. Mais tout ça, ça s'arrête maintenant. Nous sommes le 25 décembre 1886. Thérèse, Céline et Léonie, avec leur père Louis Martin, reviennent de la messe de minuit. Alors vous aurez compté, ils sont déjà plus que 4 dans la famille, parce que Pauline est partie au Carmel de Lisieux, et parce que Marie y est partie aussi. La petite Thérèse a alors 13 ans, et comme à son habitude, elle a déposé ses souliers pour recevoir des cadeaux. Mais ce soir-là, on sait pas pourquoi, le père Martin, il est chafouin. Alors il voit les souliers de Thérèse dans le salon, et ça le saoule. Et du coup, il va dire à haute voix, heureusement, c'est la dernière année. Vous avez entendu, Thérèse a 13 ans, elle va avoir 14, il serait peut-être temps qu'on passe à autre chose. En entendant cela, Thérèse sent les larmes monter. Et elle va commencer à emprunter l'escalier qui la mène vers sa chambre. Et là,
la petite Thérèse va vivre le plus banal et le plus extraordinaire de tous les miracles. Elle se sent gonflée d'une puissance intérieure et elle peut donc faire un choix. Choisir de rester dans l'enfance et de vivre ses larmes, ou de choisir l'amour, de passer au-dessus de sa frustration première et de retourner voir sa famille et de passer un excellent Noël. Elle fait son choix, elle redescend l'escalier, souriante, et va vivre une soirée de rire et de fête avec sa famille, médusée par le comportement de Thérèse. Quelque chose a changé, quelque chose s'est réparé, la jeune fille a récupéré la force d'âme qu'elle avait avant la mort de sa mère. Pranzini est derrière les barreaux et Thérèse prie de toutes ses forces pour sa conversion. Elle est persuadée que Dieu agira pour le meurtrier. De son côté, son amour pour Jésus grandit de plus en plus et alors c'est la réelle découverte de ce que son cœur lui dit depuis toujours. Elle est faite pour la vie religieuse. Sauf que c'est Thérèse. Et Thérèse, elle se dit pas « Oui voilà, j'ai envie d'être religieuse, donc j'attendrai l'âge qu'il faudra pour avoir le bon discernement et me dire que je pourrais... » Non. Thérèse, elle veut devenir religieuse. Maintenant, il y a une sorte d'urgence qui est déjà présente chez elle, et alors elle sait bien, elle est au courant, on devient pas religieuse à 14 ans. Personne ne fait ça. Sauf que personne, c'est pas Thérèse. Alors si c'est jamais arrivé avant, Thérèse écrira un précédent. Alors elle va se lancer à l'assaut de son premier géant, celui qui est en travers de son chemin, celui qu'elle doit convaincre pour pouvoir aller vers la vie religieuse. Son premier géant, c'est son père. À la Pentecôte 1887, Thérèse se retrouve en tête-à-tête avec son roi chéri et les mains moites et tremblantes, elle lui annonce qu'elle veut entrer au Carmel. Alors là, il faut comprendre que les deux grandes de Louis, elles sont déjà entrées au Carmel. Que Céline et Léonie, elles gambergent pas mal sur leur vocation personnelle. Et là, la petite dernière vient te voir pour te demander d'aller au Carmel à 14 ans. Alors évidemment, Louis lui dit non, qu'il va attendre un petit peu et que... Bon, j'ai écrit que Louis accepte. T'imagines la dinguerie? Mais non. Louis Martin, après avoir attentivement écouté sa fille et ses motivations, accepte sa vocation. C'est dur, ça pleure, mais il accepte. Et c'est un moment de grâce pour Thérèse et son père. Donc, la famille, c'est ok. Alors oui, il y a l'oncle Isidore Guérin qui est le tuteur légal des filles depuis la mort de Zélie. Au début, il est pas chaud du tout, mais finalement, il se laisse convaincre. Voilà, donc la famille... Toute la famille est convaincue par la persévérance de Thérèse. Et ils sont pas les seuls à courber les chines face à sa ténacité et face à ses prières. Il y en a un qu'on a un peu oublié là, non? Pranzini meurt le 31 août 1887, guillotiné. La petite Thérèse a prié comme une malade pour le meurtrier avec 2 demandes en tête. Non, ça fait 4. 2 demandes en tête. Premièrement, que le meurtrier se convertisse et elle en est persuadée, Dieu va le toucher. Et deuxièmement, que Dieu lui donne un signe pour confirmer sa vocation. Alors le lendemain de l'exécution, Thérèse pique le journal La Croix à son père et va le lire en cachette. Et elle lit. Au moment de l'exécution, le condamné Pranzini ne veut pas parler avec l'aumônier. Il ne veut même pas se confesser. Alors, ça part mal. Mais, alors qu'il est sur l'échafaud, à quelques secondes de passer de vie à trépas, Pranzini se retourne, regarde le crucifix que lui tend le prêtre et va l'embrasser par 3 fois. Le tueur s'est tourné vers Jésus. C'est le signe qu'attendait Thérèse. Maintenant, elle en est persuadée, elle est faite pour la vocation religieuse, mais surtout, elle doit prier pour les pécheurs. La famille convaincue, ok, le tueur repenti, ok, mais ça avance pas trop mal cette affaire-là de devenir religieuse rapidement. Thérèse est sûre que ça va le faire. Elle est sûre que ça va le faire. Elle est peut-être un peu trop sûre que ça va le faire. Et maintenant, il y a quoi? Elle a enchaîné 2 victoires dans sa famille, elle va enchaîner 2 défaites face à l'église. D'abord face au supérieur du Carmel, l'abbé de la Troette, qui rappelle à tout le monde, au cas où on est oublié, que la majorité à l'époque c'est 21 ans, et qu'avant 21 ans, il n'y a rien qui passe. Donc, c'est mort. Alors pour outrepasser la décision du supérieur, elle va aller voir le supérieur du supérieur, l'évêque. Thérèse et Louis Martin font 80 km pour rencontrer à Bayeux, Monseigneur Huguenin. Alors il les invite, il écoute Thérèse qui lui explique les raisons de sa vocation, mais dans sa tête c'est très clair, vocation ou pas vocation, On bat les couilles. mais un élément vient quand même le surprendre, c'est que Louis Martin soutient sa fille pour une entrée au Carmel le plus rapidement possible. Ça, c'est rare. Et donc la décision de l'évêque tombe, peut-être. Il dit pas oui, il dit pas non, il dit merci Monseigneur.
Et donc si le supérieur ne veut pas, et que le supérieur du supérieur s'en lave les mains, eh ben on va voir le supérieur du supérieur du supérieur. Alors, l'archevêque à l'époque est vraiment quoi? C'est pas l'archevêque le supérieur de l'évêque? Bah alors c'est qui le supérieur? Commence alors le plus grand voyage que Thérèse réalisera de toute sa vie, un voyage pour rencontrer le pape à Rome. Mais avant de partir là-bas, on fait une petite escale à Paris. C'est la plus grande ville que Thérèse a jamais vue et elle enchaîne les visites avec Léonie et avec son roi chéri. Et alors si la tour Eiffel sort de terre, qu'il y a les grands magasins et qu'il y a absolument tout dans la capitale pour impressionner une fille de 14 ans, Thérèse, c'est pas ça qui la marque. Ce qui la marque et qu'elle n'avait jamais vu avant, c'est les ascenseurs. Pas un ascenseur spécial, hein, juste les ascenseurs. Ting! Voilà, ça fait un carton. Les ascenseurs. Thérèse, accompagnée de son père et de sa sœur, s'en va pour la capitale italienne et se retrouve rapidement avec un petit groupe de pèlerins face au pape. Thérèse est morte de stress, parce que non seulement elle va parler au pape, mais en plus elle va parler devant tous les autres qui sont présents dans la salle. La rencontre s'éternise, et l'abbé Révéroni, qui est le curé qui accompagne le groupe de pèlerins, annonce à tout le monde, à haute voix, on ne parle plus au pape pour accélérer la visite. Là, Thérèse est au fond du trou, mais Léonie lui dit « Eh, c'est pas grave, c'est que le pape, vas-y. » Elle a pas dit ça comme ça. Mais ça y est, Thérèse se retrouve face au pape Léon XIII. Et prenant son courage à deux mains, elle lui dit « Seigneur, laissez-moi entrer au Carmel à 15 ans. » Et comme dans les films, le pape se tourne vers l'abbé Révéroni et lui dit « Elle a dit quoi? J'ai rien compris. » Le pape n'a pas compris ce que disait Thérèse. Et l'abbé Révéroni, un peu furax, il a annoncé à tout le monde qu'il fallait pas parler au pape, et la jeune fille de 14 ans, balèque, on y va. Donc l'abbé répond « C'est une jeune fille qui veut entrer au Carmel à 15 ans, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes sur le coup. » Alors que le pape se tourne vers Thérèse et fait « Bon, bah nickel, on s'occupe déjà de ton affaire. » Mais Thérèse insiste, si elle a la parole du pape, elle est sûre d'aller au Carmel, il lui faut sa parole. Alors le pape se penche vers Thérèse et lui dit droit dans les yeux « Vous entrerez, si Dieu le veut. » La réponse est horrible. Thérèse vient de se taper je sais pas combien de kilomètres pour avoir la réponse de la personne la plus puissante de l'église, et tout ce que le pape lui répond c'est... Et alors que Thérèse cherche encore à convaincre le pape, deux gardes se saisissent d'elle et la sortent de la salle. Thérèse est abattue. Elle se réfugie dans les bras de son père en pleurant, persuadée que c'est terminé. L'abbé Révéroni, qui était hyper furax là-haut, revoit Thérèse et sa colère fond face aux larmes de la petite fille. Et il l'assure qu'il parlera en sa faveur à l'évêque. Oui, parce que vu que le pape s'est pas prononcé, c'est l'évêque qui prend la décision. C'est lui le fin mot de l'histoire. Alors Thérèse rentre en France et écrit toute l'histoire à l'évêque, en lui demandant sa décision. Peut-elle entrer au Carmel maintenant? Les jours passent. Thérèse se rue tous les matins après la messe sur la boîte aux lettres, mais pas de nouvelles. Elle prie Dieu du plus profond de son âme et lui pose cette question. Si tu as mis ce désir dans mon cœur, pourquoi faut-il tant de temps pour que j'aille au Carmel? Quand soudain, le 28 décembre 1887, Thérèse reçoit la réponse de l'évêque. Il l'autorise à entrer au Carmel à 15 ans. Là, c'est une dinguerie. Thérèse explose de joie. La date est décidée avec la communauté et le 9 avril 1888, Thérèse dit adieu à sa famille. Son père est là, ainsi que ses sœurs, son oncle et une partie de la famille élargie. Tout le monde est venu dire au revoir à la petite dernière. Et les larmes coulent de partout, mais pas pour Thérèse. Après un dernier au revoir, elle arrive devant la clôture. De son côté, il y a sa famille. De l'autre, il y a la vie religieuse qui l'attend. Thérèse fait alors un pas et franchit la ligne. Thérèse vient d'entrer au Carmel, et comme elle le dira si bien elle-même, maintenant, je suis ici, pour toujours.